Minuit, le 6 mars 1957, à Accra. Dans l'obscurité chaude de la nuit ouest-africaine, une foule immense retient son souffle devant l'ancien Polo Ground. Les regards convergent vers un homme, Kwame Nkrumah, vêtu de sa toque et de sa toge traditionnelle marquée des symboles de la lutte. Sa voix tremble d'émotion lorsqu'il prononce ces mots qui vont traverser l'histoire. At long last, the battle has ended. And Ghana, your beloved country, is free forever. Les larmes coulent, les cris de joie explosent, les tambours résonnent. Ce jour-là, pour la première fois depuis la conquête coloniale, un peuple d'Afrique noire reprend son destin en main. Ce moment n'est pas qu'une fête nationale, c'est une déflagration symbolique qui va ébranler tout un continent encore sous domination européenne. Mais pour comprendre l'ampleur de cet instant, il faut remonter bien plus loin, avant même l'arrivée des premiers navires européens sur ces côtes. Bien avant que le nom de Ghana ne réapparaisse sur les cartes du monde, cette région d'Afrique de l'Ouest bruissait déjà d'une intense vie politique et culturelle. Des royaumes prospères s'y succèdent et s'y côtoient, tissant des réseaux commerciaux reliant la forêt tropicale aux savanes du Sahel. Parmi eux, l'Empire Ashanti s'impose comme une puissance redoutable à partir du XVIIe siècle, structuré autour du légendaire tabouret d'or, symbole sacré de l'unité du peuple Akan. Ses souverains, les Azantènes, contrôlent les routes de l'or et de la noix de cola, entretenant des cours royales sophistiquées, des armées organisées et un art raffiné, notamment dans le travail du bronze et de l'orfèvrerie. D'autres peuples, comme les Fanti sur le littoral ou les Dagomba au nord, complètent cette mosaïque politique dense. Loin de l'image d'un continent vide ou figé, cette Afrique précoloniale est un espace de civilisation organisée, hiérarchisée, et déjà connectée au monde par le commerce transsaharien. C'est au XVe siècle que les premiers navires européens apparaissent à l'horizon de ce littoral. Les Portugais, pionniers de l'exploration atlantique, y construisent en 1482 le fort d'Elmina, première forteresse européenne en Afrique subsaharienne. Attirés par l'abondance d'or extrait des mines locales et échangé par les royaumes Akan, ils baptisent cette côte Costa do Ouro, la côte de l'or. Ce nom traversera les siècles. Rapidement, d'autres puissances européennes convoitent ce commerce lucratif, hollandais, suédois, danois et enfin britanniques établissent à leur tour des comptoirs fortifiés le long du rivage. Ces établissements, d'abord tournés vers le commerce de l'or, deviendront tristement aussi des points névralgiques de la traite négrière transatlantique. Pendant plus de 3 siècles, ces forts européens cohabitent, se disputent les faveurs des royaumes africains, sans pour autant contrôler l'intérieur des terres. La côte de l'or reste alors un espace de contact commercial, non de domination territoriale. Il faut attendre le XIXe siècle pour que la logique change radicalement. La Grande-Bretagne, ayant progressivement évincé ses rivaux européens, rachète les derniers forts hollandais et danois, s'assurant ainsi le monopole du littoral. Mais Londres ne se contente plus du commerce côtier, elle veut désormais le contrôle du territoire. Une série de guerres oppose alors les troupes britanniques à l'Empire Ashanti, farouchement attaché à son indépendance et à ses richesses aurifères. Après plusieurs décennies de conflits, marqués par la résistance héroïque des Ashanti, notamment sous l'impulsion de la reine-mère Y.A. Azantwa, les Britanniques finissent par imposer leur autorité. En 1902, l'annexion est complète, la Gold Coast devient officiellement une colonie de la couronne britannique, intégrant à la fois les territoires côtiers, l'Ashanti vaincu et les territoires du Nord. Ce basculement du comptoir commercial à la colonie administrée marque le véritable début de l'ère coloniale pour ce territoire. Une fois la colonie établie, la logique économique britannique s'impose sans partage. La Gold Coast devient un rouage essentiel de l'économie impériale, organisée pour extraire ses richesses vers la métropole. L'or, source ancestrale de prospérité locale, continue d'être exploité, mais désormais au bénéfice de compagnies minières européennes. Surtout, une nouvelle culture transforme le paysage économique, le cacao. Introduit à la fin du XIXe siècle, il se répand rapidement grâce à l'initiative de paysans africains eux-mêmes, faisant bientôt de la colonie le premier producteur mondial de cacao. Mais les bénéfices de cette manne échappent largement aux populations locales, les prix sont fixés par des monopoles commerciaux britanniques, les infrastructures, routes, ports, chemins de fer, sont conçus uniquement pour acheminer les matières premières vers l'Europe, jamais pour développer une industrie locale. Ce système extractif, typique de l'économie coloniale, enrichit Londres tout en maintenant la colonie dans une dépendance structurelle qui pèsera longtemps sur son destin.
Pour administrer ce territoire sans multiplier les fonctionnaires britanniques, Londres invente un système redoutable d'efficacité, l'administration indirecte. Les chefs traditionnels à Chantilly et à Cannes sont maintenus en place, mais vidés de leur autorité réelle. Ils deviennent de simples relais du pouvoir colonial, chargés de collecter l'impôt et de faire respecter les lois britanniques auprès de leur propre peuple. Ceux qui refusent de coopérer sont destitués, remplacés par des figures plus dociles. Ce système crée une société à deux vitesses, une minorité de fonctionnaires et de chefs collaborateurs profitent de quelques privilèges, tandis que la majorité rurale s'enfonce dans la pauvreté. Les villes comme Accra et Kumasi voient naître des inégalités criantes entre quartiers européens et quartiers africains. La justice elle-même est à deux visages, plus clémente pour les colons que pour les colonisés. Ce mécanisme d'exploitation feutré, présenté comme un moindre mal, sème en réalité les graines d'un ressentiment qui grandira silencieusement pendant des décennies. Mais la colonisation, en voulant former des intermédiaires locaux, crée sans le savoir ses propres fossoyeurs. Des écoles missionnaires et quelques établissements secondaires forment une nouvelle génération d'Africains lettrés, avocats, médecins, journalistes, souvent envoyés pour suivre leurs études à Londres. Ces hommes découvrent les idéaux occidentaux de liberté et de démocratie, et les retournent contre leurs maîtres coloniaux. Des figures comme Joseph Kazli-Efforts commencent dès les années 1920 à réclamer une plus grande participation africaine aux affaires publiques. Des journaux locaux voient le jour, donnant une voix aux critiques du système colonial. Cette élite reste encore modérée, cherchant le dialogue plutôt que la rupture. Mais elle pose les bases intellectuelles d'un nationalisme naissant. Peu à peu, l'idée qu'un jour la Gold Coast pourrait se gouverner elle-même cesse d'être une utopie pour devenir une question politique légitime, discutée dans les salons, les journaux et les premières associations africaines. Puis éclate la Seconde Guerre mondiale, et tout bascule. Des dizaines de milliers d'hommes de la Gold Coast sont enrôlés dans l'armée britannique, envoyés combattre en Birmanie, en Éthiopie ou en Afrique du Nord contre les forces de l'Axe. Ces soldats africains découvrent un monde nouveau, ils côtoient d'autres peuples colonisés, entendent parler de liberté et d'autodétermination, et surtout, ils voient que les soldats britanniques ne sont ni invincibles ni supérieurs sur le champ de bataille. L'idée coloniale de la supériorité blanche vacille sous les bombes. Pendant ce temps, la colonie est mise à contribution économique intense pour l'effort de guerre allié, ses ressources ponctionnées sans ménagement. Le conflit agit comme un formidable accélérateur de conscience politique. Ceux qui reviendront du front ne seront plus les mêmes hommes qu'au départ, ils auront vu le monde, gagné en assurance, et surtout, ils espéreront une reconnaissance à la hauteur de leur sacrifice. Mais la reconnaissance promise ne vient pas. Les vétérans rentrent au pays porteurs d'espoirs immenses, persuadés que leur loyauté pendant la guerre leur vaudra enfin respect et opportunité. La réalité est amère, pas d'emploi digne de leur sacrifice, des pensions dérisoires ou inexistantes, et surtout, la persistance d'un racisme colonial intact, comme si rien n'avait changé pendant leur absence. Ces hommes, qui ont risqué leur vie aux côtés des Britanniques, se retrouvent traités en citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Le chômage frappe durement cette génération de retour, tandis que l'inflation d'après-guerre et la pénurie de biens de consommation exacerbent les tensions sociales. La colère gronde, nourrie par ce décalage insupportable entre le sacrifice consenti et l'indifférence coloniale rencontrée au retour. Cette frustration accumulée, silencieuse mais profonde, ne demande qu'une étincelle pour exploser au grand jour. Cette étincelle survient le 28 février 1948, à Accra. Une marche pacifique d'anciens combattants se dirige vers le château d'Osu pour remettre une pétition réclamant leur pension au gouverneur britannique. La police coloniale ouvre le feu sur les manifestants désarmés. Plusieurs vétérans tombent, tués ou blessés. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Accra, puis dans tout le pays. En quelques heures, la colère explode, émeutes, pillage de magasins européens, affrontements avec les forces de l'ordre. Le bilan est lourd, plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés selon les estimations de l'époque. Le gouvernement colonial, sonné, impose l'état d'urgence et arrête plusieurs leaders nationalistes qu'il juge responsables. Mais le mal est fait, ces émeutes révèlent au grand jour la fragilité du système colonial et marquent, dans la mémoire collective ghanéenne, le véritable point de départ du chemin vers l'indépendance. Dans ce climat de colère et d'espoir mêlés, un groupe d'avocats, de commerçants et d'intellectuels décide de structurer la contestation. En août 1947 naît l'United Gold Coast Convention, l'UGCC,
premier grand parti nationaliste de la colonie. À sa tête, des figures respectées comme Joseph Boaki Danka, avocat érudit et fin connaisseur de l'histoire ashanti. Le parti rassemble une élite urbaine, formée souvent à Londres, qui croit au dialogue et à la légalité. Leur mot d'ordre reste mesuré, self-government in the shortest possible time, l'autonomie dans les plus brefs délais, mais sans rupture brutale avec la couronne britannique. L'UGCC mise sur les pétitions, les recours juridiques, les tournées de sensibilisation. Une méthode respectable, mais jugée trop lente par une partie de la population impatiente. Il manque à ce mouvement naissant un organisateur de terrain, capable de galvaniser les foules urbaines et rurales. Les dirigeants de l'UGCC vont bientôt le trouver en la personne d'un jeune homme au parcours singulier, revenu récemment d'un long exil occidental. Cet homme s'appelle Kwame Nkrumah. Né vers 1909 dans un village du sud-ouest de la Gold Coast, il quitte l'Afrique dans les années 1930 pour étudier aux États-Unis, puis au Royaume-Uni. Une décennie durant, il s'imprègne de philosophie, de théologie, mais surtout de pensée politique, marxisme, panafricanisme, écrits de Marcus Garvey et de Dubois. À Londres, il côtoie d'autres futurs leaders africains et participe activement au Congrès panafricain. Il en revient transformé, habité par une idée simple et puissante, l'indépendance immédiate des colonies africaines. En 1947, l'UGCC le recrute comme secrétaire général, séduit par son énergie et son réseau international. Mais Nkrumah n'est pas homme à se contenter d'un rôle de coulisses. Doté d'un charisme oratoire rare, il sillonne villages et marchés, parle au peuple dans un langage direct, loin du formalisme feutré des avocats de l'UGCC. Très vite, sa popularité dépasse celle de ses mentors, et les tensions internes commencent à poindre au sein du mouvement. Le désaccord ne tarde pas à éclater au grand jour. Nkrumah juge l'UGCC trop timide, trop bourgeoise, déconnectée des réalités populaires. Il veut une indépendance immédiate, portée par les masses urbaines, les commerçantes de marché, les jeunes chômeurs, les vétérans désabusés. Les dirigeants historiques du parti, eux, redoutent les débordements et préfèrent la voie légaliste. La rupture devient inévitable. En juin 1949, Nkrumah franchit le pas et fonde son propre parti, le Convention People's Party, le CPP. Son slogan claque comme une évidence, Self-Government Now, l'autonomie maintenant, sans attendre. Le CPP se veut un parti de masse, organisé en cellules locales, porté par une presse militante et une jeunesse mobilisée. Contrairement à l'UGCC, il s'adresse directement au peuple, dans les langues locales, sur les marchés et dans les quartiers populaires. En quelques mois seulement, ce nouveau parti éclipse son aîné et devient le fer de lance incontesté du mouvement indépendantiste ghanéen. Pour donner corps à sa promesse d'indépendance immédiate, Nkrumah élabore une stratégie inspirée en partie de Gandhi, l'action positive. Il s'agit d'une campagne de désobéissance civile non violente, mêlant grève générale, boycotts économiques et manifestations pacifiques. L'objectif est clair, paralyser l'administration coloniale par des moyens légaux mais massifs, sans jamais recourir à la violence armée. En janvier 1950, l'appel est lancé. Les travailleurs des ports, les mineurs, les employés de bureaux cessent le travail. Les commerces ferment leurs volets. La colonie tout entière se retrouve à l'arrêt, dans un mouvement de désobéissance inédit par son ampleur. Les autorités britanniques, prises de court, réagissent par la répression, arrestation massive de militants, interdiction de rassemblement, état d'urgence décrété dans plusieurs districts. Mais loin de briser l'élan populaire, cette répression ne fait que renforcer la légitimité du CPP aux yeux de la population. Nkrumah, lui, sait que son heure de vérité personnelle approche inexorablement. Le 22 janvier 1950, Kwame Nkrumah est arrêté par les autorités coloniales, accusé d'incitation à la sédition et de fomenter des grèves illégales. Il est condamné à 3 ans de prison, une peine sévère destinée à briser le mouvement en décapitant son leadership. Enfermé à la prison de James Fort, près d'Accra, Nkrumah devient malgré lui un symbole encore plus puissant, celui du martyr de la cause nationaliste. Derrière les barreaux, il continue pourtant de diriger le CPP grâce à des messages transmis clandestinement à ses camarades restés libres. Le parti, loin de s'effondrer, se structure et se renforce durant cette absence forcée. Sur les murs d'Accra, son portrait circule, accompagné d'un mot désormais célèbre, Free Nkrumah.
La prison, censée éteindre l'ardeur indépendantiste, devient au contraire un formidable outil de propagande politique. Les Britanniques ne le savent pas encore, mais ils viennent de transformer un opposant en véritable héros national aux yeux du peuple ghanéen. Février 1951. Dans les cellules de la prison de James Fort, Kwame Nkrumah attend, presque coupé du monde extérieur. Pourtant, dehors, une élection législative se prépare, la première de ce type en Gold Coast. Le CPP, son parti, mène campagne malgré l'absence de son leader emprisonné. Le résultat tombé, il est sans appel, le Convention People's Party remporte une victoire écrasante, obtenant 34 des 38 sièges disponibles. Nkrumah lui-même, candidat depuis sa cellule, est élu triomphalement dans sa circonscription d'Accra. Les Britanniques se retrouvent alors face à un paradoxe embarrassant: comment gouverner une colonie dont le peuple vient de plébisciter un homme qu'ils maintiennent derrière les barreaux? L'administration coloniale, prise de court, comprend que la légitimité populaire de Nkrumah est désormais incontestable. Ignorer ce vote reviendrait à nier toute prétention démocratique. Une décision s'impose, aussi inattendue que symbolique. 12 jours après le scrutin, les portes de la prison s'ouvrent. Kwame Nkrumah retrouve la liberté sous les acclamations d'une foule immense venue l'accueillir. Le gouverneur britannique Charles Arden Clark, pragmatique, prend une décision audacieuse: il invite Nkrumah à former un gouvernement. L'ancien prisonnier devient ainsi leader des affaires gouvernementales, une fonction proche de celle de Premier ministre. Ce revirement stupéfiant marque le début d'une coopération inattendue entre le colonisateur et le nationaliste qu'il avait combattu. Nkrumah choisit alors une voie pragmatique: plutôt que de rejeter en bloc l'administration britannique, il décide de travailler avec elle pour accélérer, de l'intérieur, la marche vers l'autonomie complète. Cette alliance de circonstances surprend nombre de ses partisans les plus radicaux. Mais Nkrumah y voit une étape nécessaire, un compromis stratégique pour transformer la victoire politique en avancée institutionnelle réelle et durable vers l'indépendance. Entre 1954 et 1956, la Gold Coast franchit des étapes décisives vers l'autonomie interne. Une nouvelle constitution accorde davantage de pouvoir aux Africains, et Nkrumah devient officiellement Premier ministre en 1954. Mais cette période n'est pas exempte de tensions. Dans les régions Ashanti et du Nord, des mouvements d'opposition contestent la concentration du pouvoir entre les mains du CPP, craignant une domination excessive du Sud sur le reste du pays. Des partis rivaux émergent, portés par des inquiétudes ethniques et régionales bien réelles. Nkrumah doit alors naviguer entre fermeté et négociation pour préserver l'unité nationale naissante. De nouvelles élections en 1956 viennent trancher le débat. Le CPP l'emporte à nouveau, confirmant sa légitimité populaire malgré les divisions. Ce vote consolide le pouvoir de Nkrumah et convainc définitivement Londres que le mouvement vers l'indépendance est désormais irréversible et soutenu par la majorité de la population. Fort de cette victoire électorale, Nkrumah se rend à Londres pour négocier les modalités finales de l'indépendance. Les discussions avec le gouvernement britannique portent sur des questions concrètes: le calendrier de transition, le statut du nouvel État au sein du Commonwealth, et les garanties constitutionnelles à mettre en place. Les Britanniques, conscients que le mouvement est désormais inarrêtable, acceptent le principe d'une indépendance complète. Une date est alors fixée, chargée de symboles, le 6 mars 1957, en écho au traité de Bonn de 1844 qui avait marqué les débuts de l'influence britannique sur ces terres. Cette date choisie avec soin referme une boucle historique. Pour la première fois, une colonie britannique d'Afrique subsaharienne s'apprête à accéder pleinement à la souveraineté. Le monde entier observe cette négociation avec attention, conscient qu'elle pourrait créer un précédent pour tout le continent africain encore sous domination coloniale. La nuit du 5 au 6 mars 1957 s'installe sur Accra, chargée d'une tension électrique. Au grand stade de la ville, une foule immense se presse, débordant d'impatience et d'espoir. À minuit précis, le drapeau britannique s'abaisse lentement, dans un silence presque religieux. Puis, sous les acclamations et les larmes, les couleurs rouges, jaunes et vertes du Ghana s'élèvent à sa place, frappées de l'étoile noire, symbole de la liberté africaine. Kwame Nkrumah, vêtu de son habit traditionnel kante, monte sur l'estrade, visiblement submergé par l'émotion. Ce moment, minutieusement préparé, condense des décennies de lutte, d'espoirs déçus et de combats acharnés. La foule scande le nom du nouveau pays, le premier à porter le nom d'un ancien empire africain plutôt que celui hérité du colonisateur.
Cette nuit-là, ce n'est pas seulement une colonie qui change de statut, c'est tout un continent qui retient son souffle, témoin d'un précédent historique. Face à la foule électrisée, Kwame Nkrumah s'avance vers le micro. Sa voix, chargée d'émotion, prononce des mots qui vont traverser les décennies. L'indépendance du Ghana est sans valeur si elle n'est pas liée à la libération totale du continent africain. Cette phrase n'est pas un simple élan oratoire. Elle trace une ligne directrice, un programme politique qui dépasse largement les frontières ghanéennes. Nkrumah ne célèbre pas seulement la fin d'une domination coloniale, il ouvre une perspective panafricaine, une vision d'unité continentale encore balbutiante mais désormais incarnée par un exemple concret. Les journalistes présents ce soir-là comprennent qu'ils assistent à un moment charnière. Ce discours sera cité, réécouté, enseigné, devenant l'un des textes fondateurs du nationalisme africain moderne. En quelques minutes, les mots de Nkrumah transforment une cérémonie locale en un événement historique dont l'écho va résonner bien au-delà des rives du golfe de Guinée. Dès les mois qui suivent, le Ghana devient un aimant pour les militants nationalistes de tout le continent. Accra accueille des délégations venues du Kenya, du Congo, d'Afrique du Sud, toutes venues observer, apprendre, s'inspirer de cette réussite inédite. Nkrumah lui-même multiplie les initiatives, financement de mouvements de libération, organisation de conférences panafricaines, ouverture d'écoles de formation pour cadres révolutionnaires. En 1958, la Conférence des peuples africains réunit à Accra des figures qui deviendront plus tard des chefs d'état-major. Le message est clair, ce qui a fonctionné au Ghana peut fonctionner ailleurs. La preuve est faite qu'une colonie britannique peut négocier son indépendance sans sombrer dans un chaos généralisé. Cette démonstration accélère les calendriers coloniaux dans toute l'Afrique subsaharienne. En l'espace de quelques années, une vague d'indépendance va déferler sur le continent, et nombre de ces nouvelles nations reconnaîtront explicitement leur dette envers l'exemple ghanéen et son leader visionnaire. Mais l'euphorie de l'indépendance ne masque pas longtemps la réalité des défis à relever. Le jeune État hérite d'une économie encore largement dépendante du cacao, vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux. Les infrastructures, conçues pour servir les intérêts coloniaux, doivent être repensées pour répondre aux besoins d'une nation souveraine. Sur le plan politique, les tensions s'accumulent, régionalisme persistant, opposition interne, méfiance de certains chefs traditionnels envers le pouvoir central. Nkrumah, pour consolider son autorité, prend des mesures de plus en plus centralisatrices, allant jusqu'à restreindre certaines libertés politiques au nom de l'unité nationale. Ces choix, justifiés par l'urgence du développement, sèment aussi les graines de futures crises institutionnelles. Le Ghana doit inventer, dans l'urgence, les mécanismes d'un État moderne tout en gérant les attentes immenses d'une population qui espérait des transformations rapides et concrètes après des décennies de domination étrangère. Aujourd'hui encore, le 6 mars 1957 demeure une date fondatrice dans la mémoire collective africaine. Ce jour-là, une colonie a prouvé qu'un peuple pouvait reprendre son destin en main par la mobilisation populaire et la détermination politique, sans nécessairement recourir aux armes. L'héritage de Nkrumah, malgré les zones d'ombre de son parcours ultérieur, reste indissociable de l'idéal panafricain qu'il a contribué à façonner. Les institutions continentales actuelles, les discours sur l'unité africaine, les commémorations d'indépendance dans des dizaines de pays puisent encore dans ce récit fondateur. Le Ghana n'était pas seulement le premier, il a servi de modèle, de laboratoire, de source d'inspiration pour tout un continent en quête d'émancipation. 70 ans plus tard, cette nuit d'Accra continue d'éclairer les réflexions sur la souveraineté, l'unité et l'avenir de l'Afrique, rappelant que l'histoire d'une nation peut parfois devenir celle de tout un continent.